Est-ce que l'Université de Montréal garde trace de l'utilisation, je dirais, du questionnaire et de toutes les évolutions qu'on peut lui donner à l'intérieur des unités? Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a Diane Sauvé qui est adjointe au directeur et puis son poste, c'est la responsable de la formation à l'Université de Montréal. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est toujours en contact avec Diane. Puis moi, je lui ai envoyé les versions adaptées et adaptées à la discipline aussi. J'ai des exemples spécifiques à la discipline avec des auteurs de la discipline. Et puis, bon, le test évolue, il y a des nouvelles questions qui s'ajoutent. Puis, à chaque année, elle a quelqu'un qui fait l'ajout, la mise à jour du document. Donc, tout ce qui a été développé comme outil peut servir à nouveau à d'autres personnes dans d'autres secteurs. Et même là, après la conférence, on avait des collègues de Belgique qui, eux, ont fait passer le test de la CREPUC, mais aux étudiants de Belgique. Et puis, je pense qu'ils étaient bien contents de pouvoir faire un lien avec nous et tout ça. Puis, les gens connaissaient Diane Sauvé, donc peut-être que ce sera aussi un outil collaboratif à plus grande échelle. Entre les différents relevés que vous avez faits seulement à l'Université de Montréal, est-ce que vous avez fait des comparaisons? Est-ce que quelqu'un a fait des comparaisons? Est-ce que des lignes, des éléments marquants? Tout à fait. On a des questions sur des habitudes de recherche. C'est une partie du test. On a des questions de connaissances aussi, qui est une partie du test. Au niveau des habitudes de recherche, on voit vraiment que les résultats sont similaires d'une faculté à l'autre. Donc, nous, les moteurs de recherche, on a remarqué que 90% des étudiants, c'est un outil qu'ils utilisent fréquemment. Puis, si on compare par rapport aux bases de données, c'est beaucoup moindre. Puis, même les connaissances par rapport à ça sont vraiment moindres à ce niveau-là. Les blogs, les forums, bien qu'on entend beaucoup parler, c'est utilisé seulement par 3-4% des étudiants, du moins dans la première année. Donc, ça nous laisse des traces au niveau des habitudes de recherche. Au niveau des connaissances, bien là, on s'aperçoit que les nouveaux étudiants, donc ceux qui entrent en formation, ne réussissent pas très bien. Au premier test, souvent, tout juste la note de passage, 55-60%. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Ouais. Et on ose croire que nos programmes de formation permettent aux étudiants de s'accaparer. C'est dire que vous devez adapter vos programmes de formation à vos activités. Oui, justement, cet outil-là peut être intéressant pour ça parce qu'on peut, dès le départ, identifier un peu où l'étudiant a le plus de difficultés. Détecter la faiblesse du groupe, parce que là, on ne fonctionne pas au cas par cas, c'est vraiment une cohorte. Donc ça peut être un outil intéressant pour ça, justement. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que c'est basé sur les 5 normes de la CRL. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de les comparer, parce qu'on mesure les mêmes normes. Vous allez pouvoir les comparer dans le temps également, d'un groupe à l'autre. D'un groupe à l'autre. Donc, c'est ce qui est intéressant. On mesure les mêmes choses. Et c'est quoi vos perspectives de travail à partir des outils que vous disposez actuellement? Bien, je vous dirais que pour ce qui est de l'immédiat, on compte bien. On penche plus justement du fait que tantôt on vous a mentionné que c'est difficile pour ce qui est d'analyse. Je pense qu'on va vraiment utiliser cet outil-là pour sensibiliser les étudiants à leur réalité, à leurs problèmes ou à leurs besoins de formation documentaire. Donc, je pense que je me suis réuni avec d'autres professeurs de la faculté au début de la semaine. Puis c'était vraiment vers ça qu'on tendait, donc tenter d'utiliser cet outil-là comme juste un portrait. Donner aux étudiants leur portrait, parce que quand ils complètent le test, ils ont aussi des points de rétroaction. Ils ont de la rétroaction au fur et à mesure qu'ils le complètent sur ce qu'ils réussissent bien, ce qu'ils réussissent pas bien, pour les guider vers d'autres sources aussi. Donc, tenter de mettre cet outil-là de l'avant, comme quoi les autres bibliothécaires aussi peuvent l'utiliser sans avoir à s'arracher les cheveux. Ils peuvent réussir à utiliser ça facilement pour sensibiliser leurs étudiants. Moi, j'ajouterais peut-être plus critique. On le disait dans notre présentation, c'est un outil comme un autre. C'est pas révolutionnaire. C'est un test qu'on peut passer. Ce qui est peut-être difficile avec ce genre de test-là, c'est que, les questions vieillissent rapidement. Donc,
certains éléments de l'actualité où on fait référence ou des exemples de recherche qui sont d'actualité aujourd'hui, qui ne seront pas demain. Donc là, la mise à jour de tout ça, ça mesure des connaissances et pas nécessairement des compétences. Donc l'évaluation, l'analyse. Donc on a eu une autre présentation dans le cadre de cette section-là sur les portfolios. Donc le portfolio est un autre outil où là, peut-être, on va un petit peu plus loin au niveau des compétences informationnelles. Mais c'est ça, c'est un outil de plus pour les bibliothécaires. Comme d'autres. Un outil comme d'autres, qui a ses forces, ses faiblesses, mais qui est à la disposition de tout le monde. Vous n'avez pas cherché à établir des profils pour vos étudiants? Oui, ben, on a fait un petit profil, là, parce qu'au début, on faisait justement un profil démographique, si je peux dire. Là. Donc, dans les deux cas, c'est majoritairement des femmes qui sont dans nos départements, 70 puis toi, en éducation, c'est 85 85 80 dans les deux cas des étudiants, ils en étaient à leur première session universitaire. 80% provenaient directement du collégial. C'est ça. Donc, ça... Il y en a qui font des retours aux études, mais dans nos programmes, c'était pas nécessairement le cas. Ah, oui. Est-ce que ça a changé ou pas depuis le questionnaire de la CREPUC, au fond? Ben, par rapport aux résultats, non, parce qu'ils sont presque toujours aussi faibles. Là. Bien que nos étudiants québécois aient de meilleurs résultats à la CREPUC que les Belges. Je pense que le clivage... On l'a appris ce matin, là. Oui. Mais ça, je pense, je m'en doutais déjà. En Europe, je pense que les technologies de l'information, du moins dans les universités, dans le milieu de l'éducation, sont moins utilisées, moins peut-être valorisées aussi. Donc, ça explique peut-être ces résultats-là. Comme l'étudiant passe d'un niveau, je dirais, d'éducation à un autre, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui se fasse pour que l'étudiant ait dans ses bagages les bons outils? Je dirais que, justement, cet outil-là nous permet de rencontrer les membres des facultés puis de leur faire valoir l'importance de nos programmes d'études. On s'est intégré déjà en éducation dans 2 programmes, Catherine dans 4. C'est dans le bac en anthropologie. Dans le bac en anthropologie, donc nécessairement. Puis on voit les étudiants plusieurs fois par session, dès leur première session. Donc sur un programme d'études de 3 ans et 4 ans donc en éducation, ben, on ose croire que ça va permettre de créer une dynamique qui va leur permettre de prendre des initiatives sur le terrain, d'être plus autonomes. Mais moi, je pense que bon, la compétence informationnelle, elle est importante à l'université, mais elle est, je pense, aussi importante au niveau collégial, au niveau secondaire, au niveau primaire. Je ne suis pas certaine qu'elle est intégrée à ces différents niveaux-là. On sait que les bibliothèques scolaires au Québec, c'est un peu l'enfant pauvre des bibliothèques, bien qu'il y ait eu des annonces d'investissement et tout ça. Donc, je pense peut-être qu'à chacun des niveaux des étudiants, il devrait y avoir des compétences à développer au niveau de la compétence informationnelle, puis que ces compétences-là soient adaptées à chacun des niveaux. Moi, je sais même qu'à l'ALA et à la CRL, il y a une section universitaire pour l'anthropologie et la sociologie, et eux, ils ont même développé les 5 normes, mais adaptées à la sociologie et l'anthropologie. Donc, chacune des 5 normes, on a des sous-compétences, si je peux dire, mais ciblées sur les bases de données en sociologie et en anthropologie qu'un étudiant devrait savoir consulter, mais elles sont nommées. Donc, c'est vraiment adapté au contexte de la discipline. Alors, Catherine Fortier et Jean-François Dornet, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir en entrevue. Plaisir.